Alors bonjour Simon-Pierre. Bonjour. Alors donc c'est un deuxième ouvrage et on va aborder ça aujourd'hui ensemble. Alors il faudrait peut-être nous expliquer ce que vous entendez par l'État succursale et comme l'écrit Louis Cornelier, est-ce que le Québec serait devenu un État fantoche? Vous commencez avec une grosse question, là. Vous commencez en me demandant finalement de résumer un peu tout ce que je cherche à démontrer au fil des pages. Qu'est-ce que justement vous avez voulu démontrer? Est-ce que ça va si mal au Québec et depuis quand? Ce que j'ai cherché à démontrer, c'est que l'État québécois contemporain, finalement, a perdu graduellement de son importance au profit à la fois des entreprises transnationales, des instances supranationales et des commissions d'experts. Il y a les nouveaux traités de libre-échange internationaux qui modifient la souveraineté des pays en diverses manières, parce qu'il ne s'agit plus aujourd'hui d'ailleurs d'accords qui visent la simple ouverture au commerce. Maintenant, c'est des accords où les barrières tarifaires sont déjà extrêmement faibles. Maintenant, c'est des accords qui visent une transformation en profondeur de la vie des États pour tendre vers une uniformisation des lois, finalement. On veut que l'ensemble des pays aient tous les mêmes lois pour que le capital le plus mobile possible puisse passer facilement d'une manière à l'autre puis que les États soient les plus attrayants possibles. Donc, au fond, c'est depuis l'arrivée du néolibéralisme, avec la mondialisation qui commence en 80 et puis qui s'accentue, ça a eu des impacts importants. C'est l'après-révolution tranquille. Au fond, vous commencez, vous, en 1980 à peu près, lorsque l'État-providence a atteint ses limites. Et là, vous dites, il y a des conséquences sur l'État-nation. C'est-à-dire que, oui, effectivement, dans la mesure où l'État québécois, puis il faut le préciser, notre grande différence, c'est que l'État québécois, comme province, était déjà un État beaucoup plus limité. Était un État qu'on avait d'emblée condamné aux fonctions de santé, d'éducation et de pouvoir comme ça, qui n'orientent pas la vie d'une nation, aucun contrôle sur la monnaie, aucun contrôle sur la politique étrangère, bien que ça s'est développé par la suite avec la France, mais vous comprenez ce que je veux dire. Sur papier, du moins, comme province, l'État québécois était d'emblée beaucoup plus limité. Donc, le Québec, autrement dit, dans la hiérarchie, se trouve très très loin dans la hiérarchie décisionnelle, là. Se trouve pas du tout en haut niveau. À partir des années 80, il y a eu des tentatives. Le gouvernement Bourassa, par exemple, avait commandé 3 rapports. Quand je parle du gouvernement Bourassa, je parle bien entendu du deuxième règne Bourassa, mais du 3e gouvernement Bourassa, si je puis l'exprimer ici. Le gouvernement Bourassa avait convoqué 3 rapports, dont le plus connu était le rapport Gobeil, du nom de Paul Gobeil, qui venait de chez Provigo, qui n'a pas duré très longtemps en politique, mais qui avait mis en place ce rapport-là très très important. Il s'appelait d'ailleurs Paul H. Gobeil, et il avait été surnommé Paul La H. Gobeil, et on avait renommé son projet l'État Provigo, plutôt que l'État-providence, étant donné qu'il venait de chez Provigo. Mais à cause du tollé que ce rapport-là avait suscité à l'époque, à cause du fait aussi que le gouvernement Bourassa avait choisi plutôt d'utiliser son capital politique sur la question de la langue à ce moment-là, ça a plus ou moins été appliqué. Ça a été plus appliqué qu'on le pense, mais pas très loin d'une application intégrale, puis l'histoire a plutôt retenu que ça aurait plutôt été mis sur la tablette. C'est véritablement après 95, là par contre, au moment où le second grand soir souverainiste a échoué, autrement dit, au moment où la collectivité québécoise démontrait clairement « nous n'assumons pas pleinement notre volonté de rompre », là ça a été l'aplatissement général. Du côté d'Ottawa, on a mis en place ce qu'on a appelé le plan B, c'est-à-dire un plan de riposte contre le gouvernement du Québec et contre les souverainistes. Une manière de dire, il n'y a qu'un seul État au Canada et c'est le nôtre. Vous autres, vous êtes des gouvernements de proximité et rien d'autre. Évidemment, tout ça en contexte de mondialisation libérale qu'on disait désormais sans frontières, sans limites. On parlait même de fin de l'histoire à l'époque. Donc pour vous, là, après l'échec du référendum de 95, le peuple québécois aurait accepté d'abandonner sa recherche d'indépendance, aurait rompu avec tous les idéaux de la Révolution tranquille, c'est-à-dire le bien commun, la démocratisation, au fond, les grands objectifs de démocratisation, pour favoriser une normalisation nord-américaine dans la logique de la mondialisation néolibérale. Mais ce qui me frappe, et vous le dites vous-même dans votre livre, ça a commencé quand même avec le traité de libre-échange. C'est quand même Parizeau et Landry qui ont été favorables à ça. Alors, ça allait dans le même sens, si on suit votre logique. Mais au moment où eux l'ont fait, où Parizeau et Landry ont converti, parce qu'ils ont fait vraiment un extrêmement bon travail de promotion et de conversion de l'opinion publique au libre-échange, je comprends tout à fait pourquoi ils l'ont fait. C'est pour une raison toute simple qui est que après un référendum, celui de 80, qui était perdu sur le thème des peurs économiques, on se rappelle les fameuses pensions de vieillesse. Donc, autrement dit, Ottawa jouait énormément sur le message à l'effet que le Québec perdrait économiquement
tout ce que le Canada est en mesure de lui donner. Autrement dit, un message de dépendance accrue. Donc, en s'engageant dans le libre-échange pour les souverainistes que sont Landry et Parizeau, c'est une manière de dire on ne dépendra plus de vous. On va désormais être dans le marché nord-sud, on va échanger avec eux, on va être intégré au marché nord-américain en fonction d'un axe nord-sud et non pas est-ouest. On ne dépendra plus du Canada. Mais en même temps qu'il y a un changement de vocation de l'État, l'État a de plus en plus pour premier objectif de créer un environnement favorable aux entreprises. C'est ça le gros changement. Maintenant, c'est la compétitivité. Vous revenez souvent sur ce thème-là. À tout prix, il faut que le Québec, et ça veut dire au fond ses entreprises, soient compétitives. Et à ce prix-là, pour aboutir à ça, il faut donc qu'il y ait les meilleures conditions pour les entreprises. C'est ça qui devient dominant, n'est-ce pas? Absolument, absolument. D'ailleurs, compétitivité, là, qui est un terme absolument dominant, qui est partout, qui est galvaudé, qui est martelé, c'est un terme qui n'a aucune définition précise. Les définitions varient beaucoup en fonction du dictionnaire économique qu'on lit et à quel moment on le fait. Ceci dit, il y a, quand on fouille de manière éparse, toutes sortes d'un paquet de petites définitions qui font en sorte que, grosso modo, on en comprend qu'il y a un État compétitif. D'ailleurs, le terme lui-même est une adaptation d'un vocable qui était réservé aux entreprises, qu'on adapte désormais aux États. C'est pas négligeable, ça non plus. Au fond, c'est la compétitivité du secteur privé qui devient l'objectif central de toutes les politiques de l'État. C'est comme s'il y avait un lien automatique entre le succès financier des uns et l'enrichissement de la collectivité. Ben ça, c'est le vieux mythe libéral, exactement. C'est ça qui est au fond que vous dénoncez, là, que vous analysez à fond dans votre ouvrage. Exactement. Puis donc, l'État compétitif par excellence sera celui qui attirera le plus les capitaux. Donc, celui qui offrira le droit du travail le plus flexible, celui qui aura les impôts les plus bas, donc vous voyez un peu le portrait grosso modo en général, celui qui fournira des infrastructures, celui qui fournira une main-d'œuvre qualifiée. Donc, tout est tourné autour de ça, qu'on voit comme étant finalement l'avenir du monde, comme étant l'optimum véritablement du développement général, du développement social à travers le développement économique. Un développement économique qui est, comme vous l'avez dit, limité à celui des entreprises et à leur capacité à faire de l'argent. Mais l'idée, c'est que le Québec n'a pas été exempté de cette intégration, cette aventure-là. Vous voyez, regardez, le Plan Nord actuellement, c'en est un exemple, parce qu'il y a un volet marketing territorial qui est très fort là-dedans. Vous avez le gouvernement du Québec qui lance un appel aux transnationales en disant « Venez ici, c'est formidable, il y a beaucoup de métaux précieux, vous n'aurez pas beaucoup de redevances à payer, et en plus, Hydro-Québec va vous fournir les infrastructures, inquiétez-vous pas. » Donc, c'est exactement ça l'idée de cette attractivité-là qui vient avec la compétitivité. Alors, au fond, avec les gouvernements néolibéraux, le rôle de l'État, c'est vraiment de se mettre au service des entreprises. Et vous avez une belle expression pour décrire ce phénomène-là. Vous dites « les élus deviennent, je cite, des gérants des vraies affaires. Exact. Des facilitateurs techniques inféodés à une overclass capitaliste dénationalisée. » Alors, j'aimerais ça qu'on revienne sur les termes « une overclass capitaliste dénationalisée ». Vous voulez dire que les nouveaux dirigeants ont une autre conception, moins enracinée sur le Québec, donc moins nationaliste et plus ouvert sur le monde, au fond. Ben, vous en avez parlé tout à l'heure. La Révolution tranquille a mis sur pied une classe dirigeante authentiquement québécoise, qui restait enracinée, qui était en grande partie issue des grandes écoles, des HEC, des grandes écoles comme ça, qui, à l'époque, inculquaient une vision de ce qu'était l'intérêt national. Le fameux Québec Inc., par exemple, cette classe d'affaires-là qui a contribué beaucoup à développer le Québec, cette classe d'affaires authentiquement québécoise qui a commencé à naître dans les années 70, mais qui a connu son apogée dans les années 80, c'est le résultat des instruments de concertation que le Québec s'était donné, de la Caisse de dépôt, de la Société générale de financement, qui tous ensemble ont dit « il faut soutenir nos milieux des affaires ici ». Donc ça, c'est la classe authentiquement nationale qui naît à ce moment-là. Mais on a vu que cette classe-là, après avoir utilisé finalement le Québec pour monter, pour grimper peu à peu les échelons, cette classe-là a eu besoin du Québec, mais s'en est émancipée dès qu'elle a pu pour sauter justement dans cette classe supranationale-là. Vous revenez souvent dans votre livre pour dire que le rôle de l'État avec la mondialisation ne s'efface pas. C'est une idée que vous martelez pas mal et vous montrez qu'il y a plutôt pour fonction de réaménager toute la vie intérieure de la nation dans le but de rendre le capital plus rentable. Oui. C'est-à-dire que l'État favorise la formation des ressources humaines, fournit l'infrastructure et tout ça. Bref, l'État concurrentiel met le pouvoir politique au service des entreprises. Ça, je pense que le tableau est très clair là-dessus. Et ajouter à cela la nouvelle forme de nationalisme économique, si on peut l'appeler ainsi, qui consiste
à se battre pour être bien placé dans les classements mondiaux de compétitivité. Mais cette overclass-là, c'est nos hommes d'affaires qui ont réussi grâce à l'État dans un premier temps, au moment de la Révolution tranquille. Ils ont eu besoin de l'aide de l'État et là, maintenant, ils n'en ont plus besoin. Ils peuvent vendre leur entreprise aux Américains, s'enrichir, investir dans d'autres domaines. Ils font tout pour s'en émanciper. Vous savez, par exemple, quand le Cirque du Soleil a été vendu l'an dernier, plusieurs disaient « c'est des fonds privés ». Il fait ce qu'il veut avec ça, ça le regarde, je suis. Or, Guy Laliberté, le fondateur du Cirque du Soleil, disait lui-même, en 2007, sans René Lévesque, sans le soutien du Québec, il n'y aurait pas eu de Cirque du Soleil. Donc, c'est bien beau de dire l'entreprise privée, c'est le résultat de l'initiative privée. C'est vrai, il y a un paquet de génies là-dedans qui méritent d'être félicités et d'être encouragés, qu'on continue à les encourager. Sauf que, attention quand même, les subventions sont souvent publiques, les infrastructures sont souvent publiques, l'électricité utilisée est souvent publique. Le marché privé, authentiquement privé, c'est une institution qui est extrêmement interdépendante d'autres institutions. Mais c'est les multinationales qui imposent leurs lois. C'est avec les nouveaux traités de libre-échange, ça vient encadrer, ça vient enfermer les entreprises dans des nouveaux cadres réglementaires, comme vous dites. Donc, il y a eu un changement. On peut dire que ça a commencé en 80, mais c'est surtout après 95 que ça s'accentue. Le grand aplatissement. Puis au 21e siècle, là, ça va encore de plus en plus loin, je pense. Oui. Et diriez-vous que les traités de libre-échange ont joué un rôle central là-dedans? Deux choses l'une, parce que quand on nous dit hey, t'es contre le libre-échange, t'es contre l'ouverture au commerce, il y a une question de vocabulaire qui s'impose ici. Là. Par exemple, quand je lisais la missive que le gouvernement Couillard a envoyée au Wallon il y a quelques semaines et qui disait « Ne refusez pas l'ouverture, la fermeture, c'est pas bien », c'est à peu près ça le message. Faut être ouvert, oui. Une missive qui était écrite dans un jargon politiquement correct, absolument imbuvable et absolument caricatural, mais ça, c'est autre chose. Mais ça m'a sonné une cloche à ce moment-là, parce que l'ouverture au commerce, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, s'il y a un produit que vous n'êtes pas capable de faire, faites-le venir de l'étranger. C'est à peu près ça d'une part. Ou à l'inverse, s'il y a quelque chose dans lequel vous êtes bon, enrichissez-vous en exportant. Là, tout le monde est pour ça. Au Canada, l'avantage concurrentiel, c'est dans le pétrole. Oui. Et on en parle de plus en plus à partir de Stephen Harper. Le Canada est 5e plus grand producteur au monde de pétrole. Le Canada a été fondé sur les matières premières, d'ailleurs. Sauf que l'ouverture au commerce, tout le monde est pour ça. Tout le monde est d'accord que ça a des bénéfices. Les premiers accords de libre-échange, ça signifiait, sur les marchandises, sur certaines marchandises, on s'entend pour baisser les droits de douane. Donc ça, le consommateur est relativement gagnant, il y a davantage de choix, etc. Mais les nouveaux accords de libre-échange, en contexte où les droits de douane sont déjà extrêmement faibles, d'abord, c'est pas vrai que c'est alléger les règlements, ce sont parfois des 2000, des 4000, des 6000 pages de règlements. Donc, niveau allègement réglementaire, on a déjà vu mieux. Au contraire, c'est l'enfermement des États dans des règlements extrêmement costauds et extrêmement flous parfois aussi, pour que les grands cabinets d'avocats puissent se livrer aux grandes batailles d'interprétation et décider ce que ça veut vraiment dire, tout ça. C'est souvent écrit dans une langue juridique assez compliquée aussi, donc des immenses pavés, des briques de règlements qui dictent aux États quoi faire et quoi ne pas faire. Qu'on m'explique en quoi c'est alléger les règlements, tout ça. Là. D'ailleurs, vous expliquez bien dans votre livre que ces grands traités-là sont toujours négociés secrètement, sans débat public. Et l'exemple que vous donniez, c'est que Justin Trudeau, qui s'était montré très ouvert à la discussion et au débat public, la première chose qu'il a fait dans les quelques semaines, il a signé un traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande aussi. Oui. Et personne n'est au courant. Il n'y a pas eu de débat sur ça, alors que ça a des conséquences assez directes sur les manufactures, sur toute l'industrie manufacturière. Hein? Et aujourd'hui, on est aujourd'hui le lendemain des élections, on voit les conséquences sur la classe ouvrière, sur la classe moyenne, des traités de libre-échange. Au lendemain des élections, précisons à nos auditeurs que nous enregistrons présentement au lendemain de l'élection de M. Trump. En fait, c'était même pas au lendemain, c'était aujourd'hui. Ça s'est confirmé vers 2h30 du matin environ. C'est ça, on est effectivement le 9 novembre 2016. Voilà. Et là, on voit un peu la colère des gens qui ont perdu leur emploi et comment ça a été sous-estimé, cette colère de... Aucun sondage ne l'avait vu venir. Notre invité, Simon-Pierre Savard-Tremblay, est un jeune sociologue, auteur d'un premier ouvrage intitulé « Le souverainisme de province » paru chez Boréal en 2014. Il est président de Génération nationale, un organisme de réflexion sur l'État-nation, et il nous parle aujourd'hui de son plus récent ouvrage qui a pour titre « L'État succursale, la démission politique du Québec », publié chez VLB Éditeur en 2016. Voici la suite de cet entretien.
Vous avez employé l'expression overclass. Est-ce que c'est le groupe qui profite des paradis fiscaux, des législations de complaisance que vous désignez comme ça? C'est-à-dire que l'overclass, qui est c'est pas moi qui l'ai inventé, là, c'est un concept qui a été discuté par des intellectuels aussi différents que Michel Freytag ou Samuel Huntington, là, mais qui néanmoins faisait grosso modo le même verdict sur cette classe-là. C'est cette classe qui rassemble les grands de ce monde, que ce soit les empereurs médiatiques, que ce soit les gens de la classe politique, une classe politique de plus en plus fantoche et de plus en plus limitée à jouer aux représentants au service à la clientèle, mais ça, c'est autre chose. Les grands de la finance, beaucoup, les grands du milieu bancaire, tout ça, il y a une espèce d'interconnexion de ces élites du monde entier-là, où la mondialisation est une idéologie officielle pour leurs propres intérêts. Vous parlez des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux ne sont pas une aberration de la mondialisation. Ils en sont l'expression philosophique la plus cohérente, parce que pourquoi, en contexte de mondialisation, la fortune devrait-elle s'arrêter là où frontières s'adressent? Donc, pour eux, il n'y a pas de frontières. Exact. Finalement, ce sont les seuls à vivre ce grand rêve de la mondialisation. Ce sont les seuls qui ont les moyens de passer de San Francisco à Davos comme si on traversait la rue. D'ailleurs, récemment, il y a eu un vote à la Chambre des communes, je ne sais pas si vous avez vu, concernant la Barbade, et à 250... Une motion du Bloc québécois. Et là, ce qui est frappant, c'est que les conservateurs et les libéraux ont voté ensemble contre le NPD et le Bloc, à 250 contre 50 à peu près, pour que les gens qui ont des placements aux Barbades ne soient pas doublement taxés. Alors, ils sont taxés aux Barbades à un taux très, très bas, donc ils n'ont pas à payer de taxes au Canada. Et ça, c'est le plus bel exemple. Et c'est frappant de voir que Justin Trudeau, qu'on présente comme un progressiste, a exactement la même position, ces paradis fiscaux, que le Parti conservateur. Mais voilà, disons que le Canada, puis ça, j'ai consacré au Canada une bonne partie de mon premier chapitre. Le Canada, à bien des égards, préfigurait cette mondialisation-là. Le Canada, c'est pas un vrai pays à proprement parler. Puis ça, j'ai pas besoin de vous un pays postmoderne, supposément. Le premier pays postmoderne. Ça, c'est ce que Paul Martin avait déclaré quand il a été brièvement premier ministre du Canada. Il avait fait rire de lui, cette fois-là, comme à bien d'autres occasions, mais il avait fait rire de lui cette fois-là, mais il avait raison. À la différence que le mot pays est peut-être même un peu extrapolé, dans la mesure où le Canada, c'est pas un pays qui est né par les voies habituelles. C'est une des premières constructions qui est décidée par des élites marchandes, entre quatre murs, à des fins marchandes. Une chose qui m'a frappé dans votre analyse de cette overclass, c'est comment elle est attirée par l'effacement mémoriel, comment n'a pas le sens de la nation. C'est plutôt l'ouverture absolue, puis on essaie de négliger tout ce qui est attachement, ancrage dans la tradition. C'est vraiment une postmodernité. C'est même, cet attachement-là est même à éliminer, parce qu'il est un frein au capital sans frontières. Logiquement. Là. Vous dites un autre élément, une phrase qui m'a frappé. Le client a remplacé le citoyen, alors que la nation, c'est le lieu où s'exprime la démocratie. Alors, en enlevant l'État national, c'est la démocratie qui en subit les conséquences. Parce que pour vous, les nouveaux politiciens, si j'ai bien lu votre livre, la politique devient une technique. Puis il n'y a plus de grandes... Ça part pas des visions des politiciens ou des hommes politiques. C'est maintenant d'ajuster ça selon les intérêts du groupe financier. Absolument. Absolument, parce que l'État est devenu une succursale qui est gérée comme une entreprise de service. Puis dans une telle mesure, les élections, c'est des entretiens d'embauche, mais des entretiens d'embauche avec une description de tâches déjà très, très précise. Il y a un petit détail en passant, quand vous faites l'historique de ce phénomène-là, vous faites à un moment donné un parallèle entre l'écrasement du Québec après deux échecs. Vous dites, après l'échec des Patriotes de 37, il y a eu l'Union. Et après l'échec de 80, il y a eu la Constitution de 82 qui est imposée. Constitution de 82. Et ensuite, un peu comme la Confédération l'a été, présence massive de l'élite nationale canadienne-française dans le cas de 1867 et québécoise dans le cas des années 80. Mais présence massive de cette élite-là qui investit les structures canadiennes sous prétexte qu'il faut faire une plus grande place aux Canadiens français ou aux Québécois. Vous parlez beaucoup du phénomène de dénationalisation qui est lié à ce mouvement, de cette nouvelle définition de l'État. Pouvez-vous nous donner des exemples de ce phénomène de dénationalisation que vous analysez assez longuement? On dirait que tous les succès de la Révolution tranquille ou de sa dynamique, la dynamique qui s'en est suivie, là, du cycle qui s'en est suivi, à partir du moment où ce cycle-là devait déboucher logiquement sur l'indépendance du Québec, et que cette indépendance du Québec ne se fait pas, on dirait que tout ce qui s'est fait entre le point A et le point B est en passe
de s'effriter. Donc, il y a une régression à ce sujet-là. Vous dites d'ailleurs qu'au plan idéologique, on ne cesse de répéter depuis une quinzaine d'années que la question nationale est dépassée. Maintenant, tout est question de développer les entreprises. Il faut qu'on oublie ces questions les vraies affaires. ringardes. On va aux vraies affaires. Par exemple, vous parliez de la langue. Quand je vous dis que tous les succès sont menacés à partir du moment où le point d'aboutissement n'est pas atteint, la question de la langue, on nous dit souvent, par exemple, pas besoin de faire l'indépendance, la loi 101 protège déjà le fait français. C'est un bon exemple. Or, que reste-t-il de la loi 101? Mais ce qui me frappe dans votre analyse du Québec sous les transnationales, c'est que vous affirmez que le Québec Inc. s'est révélé incapable de maintenir sa cohésion avec l'adhésion de ses leaders à cette nouvelle overclass qui transcende les petites patries. Alors, comment expliquez-vous ça, que l'élite économique du Québec n'a pas de vision de l'intérêt national? C'est un de vos chapitres, ça, assez important. Chacun défend son entreprise. Il n'y a plus de travailler pour l'intérêt national. Effectivement, je vous dirais que on peut pas évidemment faire d'études psychologiques sur l'ensemble des PDG. Ça serait un tout autre travail. Mais si on regarde un peu les transformations de classe, c'est un fait que c'était une bourgeoisie nationale qui est passée dans la bourgeoisie supranationale. Probablement que la bourgeoisie nationale est un peu l'étape intermédiaire avant de se projeter dans le global, finalement. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est cette classe-là qui a besoin du Québec pour monter et qui s'efforce, qui s'empresse de s'en émanciper dès qu'elle le peut, parce que ça fait partie de la promotion sociale naturelle. Ça fait partie de l'étape suivante naturelle. Vous avez consacré un chapitre entier de votre ouvrage à l'université. C'est quand même étonnant. Le titre, c'est « L'université de la reproduction globalitaire ». Alors, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Plusieurs choses. C'est que pour que cette overclass puisse se reproduire, il lui faut des instruments de reproduction, logiquement. Pour que l'État succursale continue à se maintenir, il lui faut ses gestionnaires. Donc, dans l'université, la place de l'administration est de plus en plus importante par rapport à sciences humaines ou sciences d'éducation ou d'autres. C'est ça que vous voulez dire? Plusieurs choses, en fait. On entend souvent cette dévalorisation des sciences sociales qu'on va appeler les sciences molles, de manière un peu méprisante. Il est même parfois question, c'est en vogue, ça devient jamais dominant, heureusement, mais il est parfois question de dire que les programmes non rentables, donc le savoir qu'on dirait non utilitaire, soient abolis, donc les sciences sociales. Comme en Angleterre, on a fermé des départements d'histoire et de philosophie, ça n'avait pas tellement de... Si je ne m'abuse, au Japon, je crois aussi que c'est le cas. On commence. C'est qu'en fait, on veut que l'université serve, que la recherche soit centrée davantage sur les entreprises, donc une recherche utile. Oui. Regardez son fonctionnement, justement, à l'université. Les cours de premier cycle, vous êtes vous-même professeur à la retraite, si je ne m'abuse, les cours de premier cycle aujourd'hui sont donnés à hauteur de 50% par les chargés de cours. Les chargés de cours, c'est pas les permanents, ce sont ceux qui ont un statut précaire, donc à contrat. Un peu comme le marché du travail est appelé à le devenir, c'est-à-dire débrouille-toi pour renouveler tes contrats à chaque fois. C'est une lutte perpétuelle et extrêmement concurrentielle pour avoir des contrats. Vous portez un jugement assez dur sur l'école qui conforte l'élève dans un individualisme obtus. Je me suis posé la question, sur quoi vous appuyez? C'est-à-dire qu'on ne mettrait plus l'accent sur le social. Comment vous faites pour démontrer ça? En fait, regardons les esprits, l'esprit général, puis ça, vous êtes même davantage un expert que moi, vous avez consacré beaucoup d'écrits à la question. Regardez là, vous me redonnez la réponse. Oui, mais je me dis que ça peut être intéressant pour les auditeurs que vous ajoutiez à ce que je vais vous dire, mais regardez l'esprit de ce qu'on a appelé le renouveau pédagogique. Cette idée de transformer l'élève, parce que ça serait trop hiérarchique en apprenant, cette espèce de pédagogie qu'on voudrait qu'il ne menace pas trop l'individualité de tous et chacun. Donc, écoutez, je vous invite à compléter là-dessus. En fait, vous faites une critique à fond de train de la réforme pédagogique de 2006 en ce qui concerne l'enseignement de l'histoire. Notamment, c'est vrai qu'on a travaillé pendant 10 ans à essayer de ramener un cours parce que, pour nous, les connaissances sont importantes. On est contre ce déracinement culturel de l'individu. D'ailleurs, c'est fascinant. On a enlevé le mot histoire pour dire univers social en perdant de vue le côté historique. Alors, nous, on était contre ça. On voulait maintenir, c'est un cours d'histoire, donc on va dans le passé. Et d'ailleurs, concernant le 20e siècle, le cours qui est obligatoire, c'est les problèmes contemporains et le cours d'histoire du 20e siècle a été mis facultatif. Donc, on pourrait discuter des problèmes contemporains sans avoir même une connaissance de l'histoire du 20e siècle. C'est un peu à l'envers. Avant ça, c'était le cours d'histoire du 20e siècle et il y avait discussion. Après, là, c'est l'inverse. On pense qu'on peut discuter en secondaire 5 des problèmes contemporains, mais sans même savoir qu'est-ce qui s'est passé au 20e siècle. Mais ça se résume en une phrase. Parce qu'on est en 2016. Autrement dit, ne voyons que ce qui est devant nous.
en n'imaginant pas que notre vision de ce qui est devant nous peut peut-être être enrichie par ce qui était derrière nous aussi. Au fond, c'est toute la question aussi de l'abaissement des exigences, l'autorité des maîtres qui est remis en question, et on met l'accent beaucoup plus sur les compétences pour l'individu, comment devenir plus compétent en étant, je sais pas, ayant fait plus d'informatique puis plus de cours d'espagnol ou tout ça, plutôt que l'acquisition de toute une culture avec un héritage. L'héritage, maintenant, c'est supposé être conservateur, donc à éviter. Et vous parlez de l'école québécoise qui est créée par des universitaires qui versent dans des théories pédagogiques loufoques. J'ai trouvé que votre critique allait pas mal loin, mais ça me rejoint pas mal. Ça. Donc, l'université qui est de plus en plus soumise à une logique de rentabilité. Alors, j'ai résumé un peu votre point de vue, dévalorisation du savoir non utilitaire. Et ça s'est fait au-delà du simple enseignement qui est transmis à l'université. La structure même de l'université a beaucoup changé. La prolifération des chaires et aussi cette compétition interne aux subventions, aux contrats de recherche. Parce que la recherche est devenue un petit peu le summum. La recherche est devenue l'objectif le plus valorisant pour le corps professoral, beaucoup plus valorisant que d'enseigner. Par exemple, c'est l'enseignement traditionnel-là qu'on doit transmettre aux étudiants de premier cycle. Donc, il devient beaucoup plus valorisant, finalement, de se livrer à une compétition sur qui va aller faire des concurrences dans les grands hôtels dans le monde, qui va pouvoir participer à ces grands colloques mondiaux, qui va pouvoir écrire dans les grandes revues. C'est devenu beaucoup plus intéressant que d'apprendre à des premiers cycles les notions de base. C'est sûr. Ce qui est valorisé, c'est le chercheur et non pas l'enseignant. L'enseignant, c'est dévalorisé. Le temps file. Il faut aller à votre dernier chapitre. Mon Dieu, ça va vite. Ben, on a eu beaucoup de choses à dire. Sur l'université, j'avoue que c'est très intéressant. Vous avez fait une analyse approfondie de toutes ces dimensions là, qu'on n'a pas le temps d'aborder. Mais on va s'arrêter là pour ce chapitre de l'université. Donc, dans votre dernier chapitre qui porte sur les utopies compensatoires, pouvez-vous nous dire un peu ce que vous entendez par, ou me donner des exemples de ce que vous entendez par les utopies compensatoires? Ben, il y a plusieurs manières. C'est-à-dire que si on enlève le référent national, si on fait une guerre de tous les instants à ce qu'on pourrait appeler les valeurs, qu'on pourrait dire morales ou culturelles, sociales, traditionnelles, au nom de ce nouvel homme économique qu'on voudrait sans frontières, qu'on voudrait comme consommateur et exportateur sans frontières, il faut trouver d'autres choses pour remplacer ces référents-là. Par exemple, si l'État est impuissant, que voit-on? Et puis, note à nos auditeurs, nous avons la vue sur l'Hôtel de Ville de Montréal actuellement. Nous assistons à une montée des cités-États ou des villes mondiales. Il y a ça aussi, parce que la mondialisation, c'est une industrie des classements et des palmarès où les entités se font concurrence. Il y en a par rapport aux villes, où on cherche à analyser l'interconnexion des villes et le service offert aux entreprises, encore là une fois. Ça, on le voit bien, par exemple, que les villes veulent intervenir au plan international sans passer par l'État national. Ben, dans le cas québécois, autant Québec que Montréal ont demandé un statut spécial. Et l'idéologie qui va avec ça, c'est vraiment l'idéologie de valoriser non pas ce qui unit, mais la diversité. Exact. C'est ce qui distingue maintenant, je pense, cette classe-là. C'est de mettre l'accent sur l'autre, la diversité. Ça se voit même dans les programmes d'enseignement. On n'en a que pour la diversité. C'est pourquoi aussi vous assistez à une judiciarisation absolue du politique qui vient avec le fait qu'on érige l'individu comme une espèce d'entité juridique à protéger à tout prix là, contre tout danger qu'il y ait des décisions collectives qui pèsent sur lui. Donc, pour vous, c'est la logique de la compétitivité internationale qui pousse les villes à revendiquer toujours plus de pouvoir au détriment de l'État national. Et les villes, d'ailleurs, se présentent comme une mosaïque de communautés très peu unies par un lien national. C'est ça qui est frappant, c'est qu'il semble y avoir un décalage entre les grandes villes et le reste du pays, avec les autres régions. Je pense qu'on l'a vu, vous donnez l'exemple dans votre livre, qu'est-ce qui est arrivé en 2013 lorsqu'on a fait la Charte des valeurs. Tous les maires des grandes villes étaient contre. Les candidats à la mairie de Montréal, en tout cas. Parce qu'il y avait des villes du Québec qui étaient d'accord, comme à Québec, ils ont dit, nous, on se retirera pas, parce qu'il y avait au départ l'idée qu'il y a un droit de retrait renouvelable. Ça, Québec avait dit, nous, on se retirera pas, on va se conformer. Mais Montréal, l'ensemble des candidats à la mairie de Montréal s'étaient engagés à s'opposer, à part quelques candidats plus marginaux comme Michel Brûlé, par exemple. Mais là, les 4 candidats principaux avaient tous dit « Nous allons nous y opposer » et dans certains cas, il était question de contestation judiciaire aussi. Contrairement aux régions qui étaient plutôt favorables. Donc, on nous martèle que l'enjeu municipal est entièrement détaché de la question nationale. D'ailleurs, on se définit comme Montréalais plutôt que comme Québécois. Pour beaucoup de gens, c'est déjà fait, ça. Les grandes villes qui veulent être des gouvernements de proximité et non des créatures, au fond, du Québec.
Finalement, au détriment vous abordez de une l'État question québécois. importante et on n'a peut-être pas le temps d'en parler beaucoup. C'est toute la critique d'un certain gauchisme, d'une certaine gauche qui a renoncé à se battre pour des questions économiques, mais qui maintenant se bat plutôt contre la domination de certains groupes particuliers. Vous dites, le gauchisme est défini comme posture individualiste. Vous ne parlez, plus en plus, vous oui. parlez pas de la gauche qui combat le capitalisme comme tel, mais les parce qu'il y en opposants a des une, multiples combats de substitution. Vous appelez ça des combats de substitution. Vous me donner des exemples? Ben, les combats de substitution, c'est par exemple faire de la légalisation de la marijuana un combat fondamental. Puis ce qui est intéressant, regardez ça, tout ce genre d'exemples-là, alors que pendant ce temps-là, on entend très peu parler des accords commerciaux dans cette frange de la gauche. Ou de l'évasion fiscale. Ou de l'évasion fiscale ou de tout ça. On entend vraiment seulement sur ce type de combat, encore une fois, de l'individu qui ne devrait pas être soumis à une majorité qu'on voit comme étant trop conservatrice. Puis ça demeure toujours, encore une fois, une logique très libérale, très proche de celle du grand capital, parce qu'on voit encore une fois l'individu comme devant être déraciné à l'extrême, comme devant ne devoir rien à personne ou si peu, finalement. J'aimerais vous citer, parce que je trouve que la phrase dit beaucoup. Vous dites que le libéralisme socio-culturel des uns est le frère siamois du libéralisme économique. Dans les deux cas, c'est l'individu qui est érigé en idole. Et c'est la déconstruction du collectif. Bon, ça, c'est un chapitre assez intéressant. Comment chacun veut se distinguer, mais à travers la consommation. Je pense à l'exemple actuellement, comment le tatouage, qui est supposé être une façon de se distinguer en étant créateur et tout ça, mais en fait, c'est aussi une forme de consommation. Par le vêtement aussi, je pense à toutes les... Se voir soi-même comme une œuvre d'art, c'est ça. Exactement. Bref, on ne s'étendra pas sur le nouveau gauchisme, mais voyons plutôt... Mais ce que vous avez dit, vous parlez du vêtement, du tatouage, ça nous montre aussi que le message publicitaire, aujourd'hui, c'est complètement imprégné de l'imaginaire progressiste, l'imaginaire de gauche. Parce que c'est vraiment cette idée que ne sois pas conformiste, ne sois pas conservateur, découvre ta véritable différence, découvre qui tu es vraiment et affiche-le. Affiche-le aux yeux de tous. Par la consommation. Voilà. Donc, au fond, si on voit l'autre côté, comment résister à ça? Vous dites la démondialisation, la revalorisation de l'État-nation, puis la souveraineté. C'est ça. Dans le cas québécois, oui. Donc, ce serait ça la façon de sortir de ça. Est-ce que c'est possible, c'est pensable ou... C'est certainement pas impossible. La mondialisation ne va pas si bien qu'on le laisse entendre. Je rappelle encore une fois à nos auditeurs que nous enregistrons aujourd'hui alors que Donald Trump a été élu il y a quelques heures à la présidence des États-Unis. C'est très dur à dire, j'allais dire c'est très drôle, c'est pas drôle, mais c'est très dur à dire ce qui va se passer avec tout ça. Quelles seront les promesses qui seront mises en œuvre, mais c'est pas impossible qu'on s'enligne de plus en plus vers la démondialisation, c'est-à-dire vers une nouvelle vision du commerce et de la collaboration entre les peuples, mais qui respecte ces peuples-là, justement. En fait, Trump a déjoué toutes les analystes qui n'ont pas compris la colère, je pense, contre les élites et cette volonté de changement. Même si Trump n'est pas la solution, est loin d'être la solution, il reste qu'on sous-estime la volonté des sociétés de se replier sur elles-mêmes. On a plutôt sous-estimé le sentiment aussi d'insécurité. Oui, je ne parlerai pas de repliement sur soi-même, nécessairement. Ben, peut-être que dans le cas de Trump... Dans le refus du libre-échange, on veut revenir à du protectionnisme alors que ça semble quelque chose d'assez surprenant à cette étape-ci. On a sous-estimé, je pense, la peur de l'autre. On a sous-estimé, en fait, la volonté, par exemple, de ne pas accueillir les musulmans. On ne parle pas de ces choses. On nomme pas les choses. Alors là, je pense que c'est la fin de la mondialisation heureuse. Je pense que c'est Christian Rioux qui a fait une chronique récemment sur la fin de la mondialisation heureuse en Europe. Mais là, je pense que c'est vrai aussi pour l'Amérique. Alors, le parallèle est assez frappant. On est au lendemain de l'élection de Trump. Oui. Puis rappelez-vous ce que les Wallons ont fait il y a quelques semaines aussi. Donc, on est dans le prolongement du Brexit. On est dans le prolongement aussi de Syriza en Grèce. Puis... Au fond, ce que vous me dites, c'est peut-être que les peuples, des fois, peuvent s'exprimer sans qu'on s'y attende. Malheureusement, il y a des détours dans l'histoire. Oui. Mais malheureusement, comme on regarde en Grèce ou en Wallonie, les classes politiques nous montrent souvent au début qu'elles sont capables de tenir tête. Malheureusement, il semble qu'elles finissent toujours par s'écraser. Mais ça ne durera pas éternellement, ça non plus. Les peuples vont demander des comptes à rendre aussi. Écoutez, c'est tout le temps dont on dispose. Merci beaucoup. Merci à vous. À une prochaine. Ouais. Vous venez d'entendre une entrevue de Robert Comeau avec Simon-Pierre Savard-Tremblay, sociologue et auteur de son plus récent ouvrage qui a pour titre « L'État succursale, la démission politique du Québec », publié chez VLB Éditeur en 2016.
Vous écoutez Nouveau regard sur notre histoire, sur les ondes de Radio VM. Au microphone, Éric Lebel.